Le Premier ministre Django Sissoko était en Mauritanie. À Nouakchott, il a été reçu par le président mauritanien et a rencontré la communauté malienne vivant dans le pays. Si avec le premier, il a été essentiellement question de la situation au nord du Mali, les Maliens, eux, ont fait part des problèmes qu'ils rencontrent. Nous consacrons un dossier à la carte d'identité nationale et aux difficultés pour s'en procurer. La structure chargée de sa délivrance n'a pas à satisfaire les citoyens pour cette enquêtant. Notre deuxième dossier du jour s'intéresse au tronçon routier Le Il s'agit de 65 km qui est devenu la direction privilégiée des camions bennes qui sont très souvent à la base de nombreux accidents mortels. Technologie à l'Afrique, le premier smartphone africain appelé Elikia, qui signifie espoir en lingala. Il possède toutes les commodités dignes d'un smartphone. Son inventeur est congolais. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre Django Sissoko a été reçu en audience ce matin par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Le Premier ministre était porteur d'un message du président de la République par intérim, Diankounda Traoré, à son homologue. L'audience a eu lieu en présence du Premier ministre mauritanien et de l'ambassadeur du Mali accrédité à Nouakchott. À sa sortie d'audience, Django Sissoko a livré à la presse le contenu de cette entrevue qui a porté essentiellement sur les problèmes des régions du nord du Mali. Nous l'écoutons, il est au micro de notre envoyé spécial, Mahamadou Doumbia. J'étais porteur des messages du président de la République du Mali, M. Diankounda Traoré, au président Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie est un pays avec lequel nous partageons une des plus longues frontières. Et elle est surtout impliquée fortement dans la résolution des problèmes auxquels le Mali est aujourd'hui confronté. Et le président Diankounda Traoré a tenu ce que je vienne saluer le président de la République islamique de Mauritanie et le remercier pour tout ce qu'il fait pour que la paix revienne au Mali. Et lui souhaiter également qu'il s'implique davantage dans la résolution du problème du Nord. Et j'ai constaté que le président a une vision très claire, une vision, je dirais, lumineuse des problèmes du Mali, dans cette zone. Il est très bien informé, il a d'excellentes intentions pour nous aider à sortir rapidement de ces difficultés. Le Premier ministre Django Sissoko a également, au cours de son séjour à Nouakchott, rencontré une délégation de la communauté malienne vivant en Mauritanie. Au menu des échanges, il a été notamment question des problèmes que vivent nos compatriotes dans les 3 régions occupées dans le nord du Mali et des tracasseries administratives qu'ils rencontrent souvent même en territoire malien dès leur retour au Bercail. Reportage de nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia et Harouna Diarra. Dès son arrivée à Nouakchott, le Premier ministre Django Sissoko a rencontré les représentants de la communauté malienne vivant en Mauritanie. L'objectif de cette réunion était de recueillir leurs préoccupations marquées par la situation qui prévaut dans les régions du nord du Mali qui souffrent de l'isolement et de l'imposition de la charia. Pour la première fois qu'on a vu un Premier ministre qui est venu, il veut voir son peuple, il veut voir ses compatriotes. Il veut discuter le problème de notre pays, que les Maliens se trouvent entre eux. Il n'y a pas de problème partout. L'islam ne nous ferait pas. Mais l'islam a une condition. Dieu, s'il veut nous transformer tous musulmans, personne ne peut pas être autre. Mais Dieu veut qu'on vienne volontaire à lui, qu'on fait nos devoirs volontairement. Ce n'est pas que vous m'imposez ou je vous impose. Dieu n'a pas demandé ça dans le Coran. Le hadith du prophète n'a pas dit ça.
Donc on va, Inch'Allah, se retrouver au Mali. On va se retrouver, nous, Maliens du Nord, on va parler entre nous, on trouvera une solution. Je souhaite vraiment, de tout mon cœur, que la paix vienne dans notre pays, que l'entente vienne dans notre pays, que l'équité vienne dans notre pays. Les Noirs, les Blancs, les Jaunes, les Longs, les Courts, nous sommes tous des enfants d'un seul père, une seule mère, le Mali. Rien ne nous sépare. Rien ne va pas nous séparer. Le Mali est uni et indivisible. Pour certains de nos compatriotes, un dialogue entre Maliens sans intermédiaire permettra de ramener à la raison nos compatriotes égarés qui sont certainement sous influence extérieure. Nous sommes fiers d'avoir les mêmes idées que nos plus hautes autorités. Ceux qui doivent négocier, la grande commission de négociation doit être inclusive. Il faut que ça soit Peul, Soreille, Tamashek, Arabe. Nos compatriotes n'ont pas manqué de souligner les tracasseries qu'ils subissent souvent à leur retour à l'intérieur de notre pays, les difficultés pour s'approprier la carte de séjour ou le permis de travail. L'appel, je le lance à l'endroit des politiques, comme je l'ai dit dans la salle. Je lance cet appel à l'endroit des forces armées. Que je lance cet appel à l'endroit donc des forces vives. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est en ouest, il faudrait que les gens se retrouvent. Il faudrait que l'unité soit au rendez-vous. Autrement dit, que les gens essaient de faire un effort de surpassement de soi-même, de s'oublier soi-même. C'est-à-dire qu'il faut écarter l'égocentrisme et de ne voir que l'intérêt du Mali. Rien que le Mali. Le Premier ministre Diango Sissoko s'est félicité de la franchise des débats et de l'amour du pays qui y a prévalu. Et en retour, nos compatriotes se sont vus honorés pour avoir discuté avec le Premier ministre de la situation actuelle de notre pays qui demeure inacceptable. Et je vous informe que le Premier ministre est rentré en début d'après-midi à Bamako. Il effectue demain le Premier ministre porte un message du président de la République par intérim, professeur Dianda Traoré, à son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Ce voyage en Guinée sera suivi par nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia et Aruna Diarra. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO Mali a effectué du 13 au 27 novembre 2012 une mission de solidarité dans des camps de réfugiés au Burkina Faso. Les membres du réseau ont rencontré la presse ce matin au centre Awa Keita. Objectif, faire le compte-rendu de la mission. Fademba Keita. Environ 400 000 de nos compatriotes des régions du Nord ont quitté leur territoire pour se réfugier soit dans les régions du Sud ou dans des pays voisins tels la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. C'est pour prendre contact et manifester sa solidarité, surtout avec les femmes et les enfants réfugiés, que le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO Mali a effectué une série de visites dans 4 camps du Burkina Faso. Cette mission de solidarité, qui sera suivie d'autres, vise le même objectif. Recenser les problèmes auxquels sont confrontés les femmes et les enfants à l'intérieur des camps, de prendre contact avec les partenaires humanitaires sur le terrain et aussi apporter le soutien moral, matériel, symbolique aux femmes et enfants réfugiés. Les femmes du réseau ont aussi déclaré que la résolution définitive de cette crise nécessite leur implication dans les instances de prise de décision avec les groupes armés. Il y a un discours que personne ne comprend. Moi, je me pose la question. D'abord, est-ce que les gens veulent comprendre réellement les causes réelles et les racines de ce conflit? Je me pose la question, est-ce que les gens veulent connaître les acteurs de ces conflits? Et pour connaître les acteurs de ces conflits, agir sur les racines de ces conflits, il faut passer impérativement par les femmes. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO section Mali a été mis en place en décembre 2011. Avec l'appui des partenaires, il a déjà réalisé plusieurs activités dans le cadre de la promotion des droits des femmes. Ces activités sont entre autres la formation de près de 80 femmes médiatrices et négociatrices au niveau national et communautaire, l'organisation des débats radiophoniques pour informer et sensibiliser la population sur la situation que vivent les femmes en cette période de crise. En 5e région, l'ONG internationale Islamic Youth League n'entend pas rester en marge dans la prise en charge des déplacés des régions du Nord vivant dans la région de Mopti. Une délégation de l'ONG vient d'effectuer une visite sur le site des déplacés à Sévaré pour s'enquérir des conditions de vie des déplacés. Reportage de Mustapha Doumbia.
C'est pour s'imprégner des conditions de vie des déplacés du Nord que l'ONG International Islamic Youth League a effectué cette visite en 5e région. Accompagnée des autorités régionales, la délégation s'est rendue sur les sites d'accueil et d'hébergement des déplacés à Sévaré. Échanges avec les familles et visites guidées du site ont été les principales activités. Chaque fois que nous avons un partenaire, c'est une épine de moins que nous avons du pied de ces déplacés et de la souffrance de ces déplacés, mais fondamentalement être avec nous pour identifier les besoins réels de ces personnes déplacées et agir ensuite. Je crois que ça a été le plus important en termes d'impression que j'ai. Et je pense que très sincèrement et très rapidement, disons, ils vont pouvoir, n'est-ce pas, mobiliser des ressources pour répondre aux besoins pressants au niveau de ce site-là, mais aussi sur l'ensemble des déplacés qui se trouvent en région de Mopti. En marge de la visite, l'ONG International Islamic Youth League a procédé à la distribution de 5 tonnes de riz à des personnes déplacées. Notons que la dite ONG existe au Mali depuis quelques mois et est basée à Bamako. Revenons à Bamako pour parler de la fin hier de la réunion du comité directeur de l'AMUPI, Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam. Cette rencontre avait pour l'objet la longueur de l'ancien bureau afin de renouveler les instances à la base. Le compte-rendu des travaux, c'est avec Mamoru Sidibi. Cette rencontre a été l'occasion pour les membres de l'association d'échanger sur le parcours du bureau AMUPI, ses forces et faiblesses. De sa création en 1980 à nos jours, le bureau a mené plusieurs activités parmi lesquelles la construction d'une mosquée, d'un siège et d'un centre de santé. Ces faiblesses ont été recensées et retenues sous forme de recommandations. Améliorer la communication entre les structures de base et les sièges. 2. La réunion recommande la poursuite de la mission fondamentale de l'AMUPI qui a motivé sa création. 3. Prolonger le mandat du bureau exécutif national de l'AMUPI. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a salué la dynamique de concertation qui a toujours caractérisé l'AMUPI dans la conduite de ses actions. Dans notre pays cohabitent plusieurs confessions religieuses, chrétiennes et musulmanes, ainsi que les tenants des croyances ancestrales. À cet égard, je voudrais me réjouir du climat de respect mutuel qui existe entre les différentes confessions et pour lequel l'AMUPI a joué et continue de jouer un rôle capital. Le ministre ajoutera qu'il souhaite que cette concertation permette d'asseoir les bases du prochain congrès. En fin de travaux, le mandat de l'actuel bureau a été prolongé d'1 an et demi pour lui permettre de renouveler toutes les instances à la base. Nous ouvrons notre premier dossier consacré à l'acquisition de la carte d'identité nationale. Cela relève du parcours du combattant. Les structures de l'État chargées de la détodisphère, il n'y a du tout une telle situation, surtout que posséder la carte d'identité nationale est une obligation. Que se passe-t-il exactement avec cette pénurie de cartes d'identité nationale? Des éléments de réponse dans ce dossier avec Garibou Pérou. La carte d'identité est un document officiel de proximité. Elle permet à une personne physique de prouver sa nationalité. Elle est délivrée par les préfectures, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. L'acquisition de ces pièces qui s'est fait aujourd'hui dans plusieurs communes à Bamako relève du parcours du combattant. C'est vraiment un problème car la semaine passée, j'ai un frère qui voulait prendre la pièce d'identité. Il a eu tout un tas de problèmes. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire du rafle en demandant les pièces alors qu'il n'y a pas de pièces d'identité au niveau du commissariat? Est-ce que le fait d'avoir été arrêté au cours d'une patrouille et que vous n'avez pas une carte d'identité démontre que c'est parce que vous avez été incapable d'en trouver au niveau des services? Il y a tellement de Maliens aussi qui se baladent sans carte d'identité, on en trouve. Ça, c'est des conjonctions qui se rencontrent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas de carte d'identité. Après le lancement des concours de la fonction publique et l'enrôlement des jeunes dans l'armée, les commissariats de police sont sollicités par des candidats. La demande est de fois. Cette situation agace certains citoyens en quête de cette précieuse pièce. Il faut beaucoup de va-et-vient. Bon, c'est pas normal.
Un citoyen devrait avoir une carte. Ce qui manque au sein du commissariat, ça peut arriver dans n'importe quel état. Peut-être que le stock qu'ils avaient est fini et qu'ils ont effectué une demande qui n'est pas encore arrivée, ça peut arriver. Il y a des concours qui s'organisent au niveau de la fonction publique. Il y a environ 8 000 à 9 000 candidats qui doivent concourir. Chaque candidat doit prendre une carte d'identité. Donc cet afflux de candidats en un temps bien précis, et plus ceux qui doivent rentrer dans l'armée, qui sont encore des milliers, c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, la pression au niveau des cartes d'identité, elle est très grande. Les recettes obtenues avec la délivrance des pièces sont versées dans les caisses de l'État, ce qui justifie l'intérêt pour notre pays d'avoir un stock suffisant et de se munir de toutes les garanties possibles pour éviter d'éventuelles falsifications. L'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali tient depuis ce matin au Palais de la Culture Amadou en Patéba son assemblée générale. La cérémonie présidée par Salif Keïta, qui en est le président, avait pour objectif de partager le contenu du cahier de doléances de la structure et de trouver ensemble les voies et moyens pour une sortie de crise que connaissent les artistes maliens. Le reportage est de Agibou Koulibaly. Depuis quelques années, les artistes du Mali connaissent de plus en plus une situation de précarité due à l'absence de production faute de producteurs. Ce phénomène s'explique par la piraterie, la mauvaise maîtrise du marché discographique et le manque de contrôle au niveau du cordon douanier de l'entrée dans notre pays de matériel informatique. À ceci s'ajoute le non-paiement par certaines radios libres du minimum de droits d'exécution publique, le manque de collaboration de l'Union avec les deux sociétés de téléphonie mobile, la mauvaise maîtrise du nombre et des sites d'implantation des cybercafés. Toutes choses qui ont contribué à tuer la production musicale. Face à cette situation alarmante, les artistes, producteurs, auteurs, compositeurs, éditeurs, agences de communication et centres de formation musicale se sont donné rendez-vous au Café des Arts pour échanger sur la question. Les artistes, ils ont attendu pendant 50 ans. Ils ont été calomniés, oubliés et marginalisés. Maintenant, ils en ont marre. Ils veulent prendre leur place et c'est normal. Et quand vous voyez tous les festivals, aucun festival du monde ne peut se faire sans les Maliens. Si tu ne vois pas 3 artistes, il y a au moins 2 artistes. C'est les musiciens et les artistes qui ont fait ce pays aujourd'hui ce qu'il est. Occasion pour les artistes de lancer un cri de cœur aux autorités de notre pays. Rapprocher les 2 sociétés de téléphonie pour convenir d'un prélèvement d'un taux forfaitaire par puce activée ou par carte à gratter activée. Reprendre les négociations avec les radios libres à travers l'URTEL pour le paiement d'un droit forfaitaire mensuel d'exécution publique. A signalé que l'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali avait collecté 20 millions de francs CFA lors d'un concert géant. Les fonds ont été remis à la Croix-Rouge pour soutenir les déplacés du nord de notre pays. Parlons maintenant technologie à l'africaine. De plus en plus d'inventeurs africains s'intéressent à la haute technologie et ça leur réussit plutôt bien. C'est le cas de Vérono Mankou. Il est congolais et il est l'inventeur du premier smartphone africain. Un smartphone du nom d'Elikia qui signifie espoir en lingala. Plus besoin donc pour les Congolais de se procurer un portable à 300 000 francs CFA puisqu'Elikia ne leur coûte que 85 000 francs CFA avec en plus toutes les commodités digne d'un smartphone. Regardez. Seul sur scène, à la manière de Steve Jobs, Vérono Mankou présente son dernier né, le premier smartphone africain. Elikia, c'est son nom qui signifie espoir en lingala et est en vente depuis une dizaine de jours au Congo. Son prix, 85 €, un tarif raisonnable voulu par son concepteur. Et avec Elikia, l'espoir, c'est de donner au plus grand nombre de personnes accès à cette technologie. Voilà pourquoi on appelle ça espoir, parce que pour nous, nous pensons que c'est le produit qu'il faut pour l'Afrique. Conçu en Afrique, fabriqué en Chine, ce smartphone sous Android accepte de nombreuses applications. Écran tactile, appareil photo 5 mégapixels, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. En noir, en blanc, rose, il a tout pour séduire les consommateurs chez qui il fait vibrer la fibre patriotique. Nous avons beaucoup de raisons de croire en notre fierté africaine.
L'adhésion est massive, les clients demandent et en redemandent. Les applications sont tout à fait comparables à tout ce qui se fait comme tactile dans le monde. Par rapport à d'autres smartphones qui sont vendus très très cher à 300 000 francs CFA, mais là il est vendu à 85 000. Je trouve que le prix est très très abordable et pour un produit de si bonne qualité. À 27 ans, ce jeune ingénieur surnommé le Steve Jobs africain n'en est pas à son premier coup. Avec sa société VMK, il a déjà mis au point une tablette 100% africaine et compte bien exporter ses produits aux 4 coins du monde. Nous restons dans le monde du téléphone portable. Métier, peut-être pourrez-vous changer de métier en vendant par exemple des téléphones. Oumarou, Bouba et Sango, ils sont élevés du Niger et ils se sont reconvertis dans la vente du portable. Et il semblerait que chacun y trouve son compte. Grido, Oumarou, Bouba et Sambo sont des éleveurs Peul. Ils ont perdu leur bétail à l'occasion de la sécheresse de 2011 qui a frappé le Grido et ses camarades se sont contre la vente des terres. Chaque jour, ils parcourent les rues de Niamey à la recherche de potentiels clients. C'est la situation qui l'importe. Nous vendions du thé. Un d'entre nous s'est ensuite lancé dans la vente de téléphones portables. On a tout suivi et chacun trouve son compte. Nous cherchons à manger. Il n'y a pas assez de bénéfices, mais nous arrivons à économiser un peu. Nous mangeons et envoyons un peu d'argent à la famille. Sur chaque téléphone vendu, le propriétaire recède une partie. Et la collaboration est plutôt bonne. Ils viennent choisir les portables en gros, ensuite ils vont les revendre en ville. Une fois vendus, ils prennent le bénéfice et nous ramènent l'argent correspondant au prix que nous avons fixé. Nous n'avons aucun problème avec eux, ils sont sérieux. Girido, Oumarou, Bouba et Sambo ne comptent pas en faire une activité définitive. Ils espèrent reconstituer leur cheptel avec les économies de la vente des téléphones cellulaires. Bonne chance aux 4. Place à présent à l'essentiel de l'actualité sur le continent. Exploit chirurgical avec la première greffe de la main au Maroc. En Côte d'Ivoire, les premiers résultats de l'enquête sur la bousculade meurtrière. Sous le plan ou un mort depuis septembre. Il porte essentiellement sur le partage des ressources pétrolières. Les deux pays sont économiquement exsangues depuis que Jouba a interrompu il y a 1 an sa production de pétrole. Une production qui dépend des oléoducs de son voisin pour l'exportation. Premiers éléments dans l'enquête sur la bousculade d'Abidjan qui a fait 63 morts et une 50aine de blessés. Le procureur de la République est intervenu à la télévision ivoirienne samedi soir. Il a énuméré les causes du drame de la Saint-Sylvestre. 1. Le rétrécissement de la voie due à une clôture en tôle sur les lieux du drame. 2. La présence de troncs d'arbres sur le trottoir. 3. L'absence d'éclairage sur les lieux du drame. 4. L'insuffisance des forces de l'ordre sur les lieux du drame. 31 personnes ont été auditionnées. Le procureur a précisé que le parquet engagerait des poursuites pénales contre les présumés coupables, sans donner plus de précision. Prouesse médicale dans un hôpital de Rabat. Ce Marocain a eu la main coupée et elle a pu lui être greffée. C'est la première fois qu'une telle opération est réalisée sur le continent africain. L'homme a été attaqué dans son magasin par plusieurs personnes qui s'en prenaient à son frère. L'un des agresseurs lui a tranché la main à l'aide d'un couteau. 7 heures d'opération, 3 équipes médicales qui se relaient, et voici le résultat. Et oui, direction la France pour découvrir la collection d'art africain offerte par un collectionneur belge au musée de La Rochelle. Masques africains, bijoux asiatiques viennent enrichir la collection du musée que je vous invite à découvrir. Le patrimoine ethnographique des hommes vient de s'enrichir une collection exceptionnelle via une centaine d'objets remarquables provenant des 5 continents. Une collection qui était convoitée par de nombreux musées, mais qui c'est La Rochelle, c'est aussi un porteur de la Commission européenne à garder sa confiance pour des merveilles avec les
c'est comme une plage. Vous avez la mer qui apporte des grains de sable, puis la mer passe et en enlève une partie, les déplace, les met ailleurs. Et finalement, il en sort quelque chose qui n'était pas prévu au départ, et qui est le résultat du hasard de la vie. Ces masques africains, ces bijoux asiatiques, ces armes primitives de tribus océaniennes sont mis en valeur par une très belle exposition qui fait de la salle événementielle du muséum une sorte de caverne qu'Ali Baba lui-même n'aurait osé imaginer. Non seulement elle vient compléter les collections africaines et ethnographiques que vous connaissez qui sont au 2e ou 3e niveau, mais en plus elle vient les enrichir. Chose exceptionnelle, ces masques sont habillés. Vous savez que la plupart du temps, les masques sont vus seuls, alors que là, les masques sont habillés avec la tenue que son porteur avait au moment où il portait ce masque. Retour à l'actualité nationale pour ouvrir notre deuxième dossier. Le transport Koulikoro, long de 65 km, est plus meurtrier. 200 km. Avec l'urbanisation sauvage de la capitale, Koulikoro est devenue la direction privilégiée des extracteurs et autres transporteurs de gravier et de sable. L'évacuation des matériaux par camion-benne se fait quotidiennement à un rythme soutenu sur une voie aussi étroite que crevassée, ce qui est la cause donc d'accidents souvent mortels. Comment remédier à cette situation? Suivant Agibou Koulibaly. Avec l'urbanisation de la ville de Bamako, située à environ 60 km de Koulikoro, le transport du sable et du gravier sur l'axe Bamako-Koulikoro s'intensifie et se fait par les camions-bennes. Plus les chauffeurs font de voyages, plus leurs recettes augmentent, d'où une rotation effrénée qui n'est pas sans conséquence sur la vie des usagers de la route. Si tu rencontres le camion, tu as la chair de poule. Vu sa vitesse, tu es obligé d'aller doucement. Tellement que nous avons peur des bennes, nous préférons avoir deux routes différentes. Les motocyclistes ne cèdent pas les passages aux camions bennes. Les chauffeurs de la benne sont obligés soit de s'arrêter ou de faire descendre les véhicules de la route. Si cela trouve que le camion est chargé à un certain niveau, ça peut lui causer des dégâts. Quelle lecture les autorités communales et régionales font-elles du trafic des camions bennes sur l'axe Bamako-Koulikoro? Du janvier 2012 au décembre 2012, nous avons enregistré 36 cas d'accidents, dont 8 cas d'accidents mortels, tous des motocyclistes, 15 cas d'accidents corporels, où il y a eu 13 cas de blessés graves et 33 blessés légers, et 13 cas d'accidents matériels. Constamment, ils ont circulé en excès de vitesse. Les visites techniques ne sont pas à jour. Les gens conduisent dans des véhicules sans phare ou en phare unique. Depuis un certain temps, la hiérarchie, après nous avoir mis dans certaines conditions opérationnelles, a tenu à ce qu'on mette fin à ce genre de désastres qui sont de nature à endeuiller constamment les familles. Si l'exploitation du sable et du gravier est une source de revenus, force est de reconnaître qu'elle cause beaucoup de désagréments. Entre Koulikoro et Bamako, sur 20 cas d'accidents de la circulation, 18 sont liés à l'état de la route. Certes, les chauffeurs ont leur part de responsabilité dans le problème, mais c'est surtout l'état de la route. Nous n'avons pas une bonne route. C'est cela qui constitue un facteur aggravant des accidents de la route entre les deux villes. Parlant des accidents de la route, certes, les dernières statistiques nous montrent aisément que les bennes non seulement rentrent dans le tissu économique qui sont très importantes pour la population, mais aussi causent d'énormes problèmes en termes de vie humaine. Ce qui est d'ailleurs plus fréquent, on voit même les conducteurs de bennes qui n'ont même pas de permis. Quand ils font les accidents, la plupart du temps, ils laissent les véhicules, même si la réglementation est faite correctement. Il faut que le contrôle soit rigoureux au niveau de l'application pour que, en tout cas, on puisse avoir beaucoup moins de désagréments au niveau des bennes. Face à cette situation alarmante,
quelles sont les dispositions prises par les autorités régionales? Pour ce qui concerne Koulikoro, il y a une décision en 2019 prise par rapport à la circulation des bennes, notamment en faisant en sorte que les bennes circulent, bien sûr, cela en relation avec les transporteurs même, que les bennes ne circulent pas entre 20h et minuit. Parce que c'est le moment où les autres trafics sont denses. Koulikoro étant de plus en plus une ville dortoir par rapport à Bamako, dans les deux sens, les gens y vont et y viennent. Encore une contrainte également, on a fait en sorte que les jets de gravions cessent. Ça, on a fait obligation à toutes les bennes également de couvrir leur chargement en utilisant des bâches pour que, au croisement, il n'y ait pas de jets de gravions qui puissent casser les vitres des gens. Aujourd'hui, il y a un projet de dédoublement de la route Bamako-Koulikoro, comme celui de Bamako-Ségou, dont les dossiers sont disponibles au niveau de la direction régionale des routes de Koulikoro. N'eût été, c'est-à-dire les événements de mars, les dossiers seraient avancés et certainement la mise en œuvre allait commencer peut-être en 2013. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par la solution entretien courant. Je donne l'assurance aux gens que les dossiers par rapport à l'autoroute et au pont de Caillou sont disponibles. Les premières études sont finies et nous avons les copies. L'exploitation du sable et du gravier est très florissante pour la population et les propriétaires de camions-bennes, mais elle provoque un manque à gagner pour le conseil communal de Koulikoro. Nous, avant la dernière délibération du conseil communal relative à cette taxe-là, on était à 2000 francs par jour et par camion. Or que la loi dit que c'est entre 1000 francs par sortie et par voyage. Donc, si vous regardez bien les choses, il y a des camions qui peuvent faire 5 voyages dans la journée. Bon, nous, on avait arrêté notre délibération à 3000 francs par jour. Pour ce qui a été refusé, c'était pour vraiment essayer de relever le niveau des recettes pour cette taxe-là. Il revient aux responsables des camions-bennes, aux agents du contrôle de la route, de mieux former, d'informer, de sensibiliser et d'éduquer de façon continue les chauffeurs pour un meilleur comportement sur l'axe Bamako-Koulikoro. Sport, football, les Aigles du Mali poursuivent leur préparation à Bamako. Seuls 4 joueurs manquaient au regroupement de ce matin au stade Modibo Keïta. Il s'agit de Mahamadou Diarra, Abdou Traoré, Ahmed Tongo Doumbia et Mamadou Samassa. La séance était ouverte au public. Khalifa Naman Traoré. Les Aigles du Mali foulent enfin la pelouse du stade Modibo Keïta, une première depuis plus d'une dizaine d'années. Rien de surprenant dans cette nouvelle démarche du staff technique et des responsables du football malien. Il s'agit tout simplement de rapprocher la sélection nationale à son public. Ces deux entités qui vont de pair ne se retrouvent presque pas que lors des sorties officielles. Seydou Keïta et ses partenaires n'ont donc pas boudé ce plaisir de communier avec les supporters, admirateurs et quelques curieux. La grande satisfaction est surtout du côté du sélectionneur national dont l'effectif convoqué a pris forme. Aujourd'hui, on a plusieurs joueurs qui sont restés donc avec le docteur comme c'était prévu pour faire un gros bilan médical. Djila Diarra, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabaré, Abdou Traoré ainsi que Tongo Doumbia afin de faire un bilan médical ce matin. On se décidera certainement bien évidemment dans les 24 heures pour composer le groupe de 23. Pour le reste, l'ambiance est bonne. On a travaillé déjà une première séance hier après-midi et une deuxième séance aujourd'hui devant notre public. Ça fait plaisir en tout cas. Oui, tout le monde est là. Après, il va falloir faire des choix à la fois par rapport à l'état de santé des uns et des autres. Dans les heures qui viennent, j'aurai tous les éléments pour pouvoir me décider définitivement en tout cas. Mohamed Lamine Sissoko, qui n'avait plus porté le maillot national depuis le 18 janvier 2010 et le match contre le Malawi à Cabinda, et Samba Diakité, qui signe lui son retour après sa bonne prestation au Gabon et en Guinée équatoriale, se disent bien motivés à réussir une bonne CAN. Très content et très fier de revenir après 3 ans d'indisponibilité au sein de l'équipe nationale. Pour moi, c'est un choix très difficile. Mais maintenant, je suis là. J'espère véritablement apporter au groupe sur le plan humain et sur le terrain. Et véritablement, ça fait chaud au cœur de revenir au Mali. C'est un groupe très jeune, c'est un groupe qui a énormément de qualité. Maintenant c'est un groupe qui vit bien ensemble.
Je pense qu'il y a des bonnes individualités. Maintenant, je pense que si on peut faire la même chose que l'année précédente, ou encore mieux, ça serait de bon augure. Je suis très content de revenir en sélection, revoir tout le monde, ça faisait longtemps. Alhamdoulilah, j'avais des problèmes, maintenant ça va bien et Inch'Allah, on va faire la même CAN que l'année dernière. La motivation, c'est de montrer à tous les Maliens que ce qu'on a fait la saison dernière, c'était pas un hasard et aller jusqu'à la finale, Inch'Allah. Les Aigles retourneront ce mardi au stade Modibo Keïta pour un match amical contre les Aiglons à 17 h. Une occasion pour demander la bénédiction et l'appui de tout le peuple malien afin de hisser haut les couleurs nationales en Afrique du Sud. Et nous suivrons pas à pas la préparation de nos aigles. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, votre magazine Ensemble pour un Mali indivisible avec Amadou Sankaré. Et juste après, le premier numéro de votre nouvelle émission La Grande Interview, une nouvelle émission d'information et de débat